l'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 12, Henri Elal, fondateur et directeur des entretiens de l'INSEP, première partie. Bienvenue dans ce 12e numéro des acteurs de l'ombre. Nous sommes à l'INSEP et je reçois un ancien de l'établissement qui a laissé une trace indélébile. Comme entraîneur, mais pas seulement, nous parlerons notamment des fameux entretiens de l'INSEP. Et ce personnage incontournable, c'est Henri Elal. Bonjour et bienvenue Henri. Bonjour. Alors Henri, on va démarrer ce résumé de ton parcours de vie avec tes premiers pas en ce bas monde et dans le sport particulièrement. Alors le sport, c'est pour toi la passion d'une vie, je pense. Tu es né en 1939 dans la très ancienne ville de Monastir, en Tunisie. Comment tu pourrais nous résumer ton enfance et comment tu as découvert le sport ? Je ne vais pas être très prolixe sur mon enfance. Ça s'est passé dans un village, un port de pêche tunisien qui a la plus belle plage du monde, évidemment. Et où, si vous voulez... j'ai appris à nager, à courir avec tous mes amis et tous mes cousins, mais peu importe. Et puis, les conditions économiques et de la vie en Tunisie ont fait que nous avons émigré avec mes parents à Tunis, à la grande ville, pour trouver du travail. J'ai habité dans une rue qui s'appelle la rue Marséchaud, et il se trouve qu'à côté de la rue Marséchaud, j'ai eu le bonheur d'avoir un maître d'armes qui a ouvert sa salle, et une espèce de gymnase, une espèce de grange gymnase, et qui se trouvait être mon professeur d'éducation physique au lycée, à l'école. Et il offrait plusieurs séances d'escrime, d'initiation à l'escrime, gratuitement à ses meilleurs élèves en éducation physique. J'étais un de ses meilleurs élèves et je me suis retrouvé donc invité à suivre quelques semaines, un trimestre et demi d'initiation à l'escrime. Et j'ai eu une chance extraordinaire. D'abord, j'ai découvert le sport par l'escrime, avec un maître d'armes absolument génial qui nous a accueillis, non pas en nous disant « voilà, il faut tenir l'épée comme ceci ou le fleuret comme cela », et qui nous a expliqué, à nous tous jeunes enfants assis, l'escrime, c'est facile. On doit s'approcher de l'adversaire pour le toucher, et on doit être capable de reculer pour ne pas être touché. Et tout l'escrime se résume à cette manière de se conduire sur la piste. Il venait plus tard, j'ai compris plus tard qu'il venait de résumer en un truc l'importance de la distance en escrime. Et plus tard, en travaillant sur la technique et avec les leçons, je prenais conscience que ces mots-là, au départ, me faisaient comprendre à peu près tout ce qu'il me demandait. C'est resté comme ça, c'était mon prof de gym, il m'a marqué. Et en même temps, un de mes amis qui habitait tout près faisait beaucoup de cyclisme, il avait à peu près mon âge, il travaillait, il était très jeune, il travaillait, il se levait le matin à 4h du matin pour travailler, et ensuite il allait s'entraîner. Il s'entraînait d'abord, et ensuite il allait travailler. Et un jour il n'en a pas pu, il m'a dit « je ne peux plus faire de cyclisme, je vais faire de l'athlétisme ».
si tu veux, je t'emmène. Je l'ai laissé comme ça et quelques semaines plus tard, j'ai été le voir s'entraîner à l'Oriental de Tunis. Et là, j'ai découvert un monsieur formidable, un entraîneur absolument génial qui m'a accueilli. Pour la bonne histoire, c'était l'entraîneur de Micheline Ostermeyer, Antoine Olivieri, qui m'a ouvert les portes de l'athlétisme. Et puis, quelques temps plus tard, quelques temps plus tard, nous avions une compétition. J'étais donc cadet 2, je crois, cadet 1. Il y avait une compétition d'athlétisme qui s'appelait le Challenge du Nombre. Et le Challenge du Nombre, vous savez, c'est une compétition pour développer un sport. Il fallait être le plus nombreux possible. Et cet entraîneur-là, qui était l'initiateur du sport tunisien, avait fait un Challenge du Nombre au triathlon. Un coureur, un sprinter, un sauteur, un lanceur et un quatrième pour faire un relais. Donc le plus grand nombre d'équipes de triathlon. Alors on a fait beaucoup d'équipes de triathlon à l'Oriental. Moi je devais être dans la 3e, 4e équipe cadet. J'étais pas très fort. J'étais vraiment pas une lumière. Et au bout d'un moment il me dit, petit, tu vas entraîner ton équipe. Comment, monsieur? Tu vas t'occuper de ton équipe. Alors bon, la hauteur, le lancer, moi je faisais le sprint, hein, ça va, mais tu t'occuperas du relais. Et le relais, je ne savais pas ce que c'était. Si, je savais, on faisait du relais, mais s'occuper d'une équipe de relais, alors là, vraiment. Alors j'ai été voir mon prof de gym, c'est le 3e grand personnage de mon truc, qui s'appelait Camille Gomandi, qui était mon prof de gym au lycée. Et je lui dis, monsieur Gomandi, monsieur, je suis chargé par mon entraîneur d'entraîner l'équipe et je dois m'occuper du relais. Mais le relais, je ne sais pas comment m'en occuper. Et au lieu de me dire, tu vas faire ceci ou tu vas faire cela, il m'a apporté le lendemain un dépliant, une chronophotographie, édité par Jean Vives, par l'édition EPS, le relais, le passage du témoin sans changer de main. Parce qu'à l'époque, on prenait le témoin d'un bras, on le changeait de l'autre côté, etc. Donc il suffisait de se mettre de chaque côté de la piste, et Jean Vives, qui était un très grand entraîneur, professeur à l'ENSEP, il avait fait une robot-photographie pour montrer que, etc. Et moi, j'ai lu ces quelques lignes qu'il y avait dessous, j'ai regardé les images, et je me suis mis en tête de dire à mon équipe, on va passer le témoin sans changer de main. L'entraîneur me regarde sur la piste le dimanche matin, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, voilà, j'ai ça, je leur apprends ça, on va gagner ça doit faire gagner du temps. On a fait on a fait le truc, et quelques temps plus tard, peut-être 7-8 mois plus tard, il me dit, écoute, toi, avec les muscles de bourricot que tu as, textuellement, avec les muscles de bourricot que tu as, tu ne feras jamais un champion. Mais par contre, si tu me suis, si tu m'écoutes, tu deviendras un bon entraîneur. Dans ma folie personnelle, j'entends tout de suite, j'entends dans mes rêveries qu'il avait dit « tu seras un très bon entraîneur ou un excellent entraîneur ». Il n'a jamais dit ça. Il m'a dit que j'étais un bon... Comment l'a-t-il découvert? Comment l'a-t-il vu? Probablement par, a posteriori, maintenant je m'en rends compte, par mon attitude, ma manière mon intérêt personnel à m'occuper de quelqu'un, des autres, à transmettre quelque chose, à bien regarder, à parler avec les uns, à convaincre. Il avait donc perçu des compétences pédagogiques ou des qualités pédagogiques qui
qui sont à peu près ma raison d'être. C'est-à-dire que même maintenant, dans la vie courante, etc., j'aime bien transmettre, dire comment ça se passe, aider les gens à progresser, etc. Et voilà, en gros, ces 3 personnes m'ont marqué, m'ont vraiment, vraiment marqué. Et Monsieur Gomandi, Camille Gomandi, qui était à l'époque dans le staff des entraîneurs des équipes de France de basket. C'était un basketteur, pivot, grand, etc. Il m'avait appris à être meneur de jeu dans son équipe de basket. Alors que j'étais petit, hein, mais il a fait de moi un meneur de jeu pour aider, distribuer, comprendre, etc. Pas capitaine d'équipe, hein, meneur de jeu. Et il avait quand même... il m'a marqué par une dernière chose, c'est que il m'a propulsé dans ce qu'on appelle la culture populaire, dans la formation, dans l'éducation populaire. Puisque au lycée, pendant toutes les récréations, y compris les après-midi, il y avait des tournois interclasses. Basket, volley, il avait institué ça. Et dans les tournois interclasses, nous devions, chaque classe, chaque équipe constituée, des fois c'était des équipes mixtes, etc., nous devions nous occuper de l'engagement des maillots, de la numérotation, du marquage, de l'engagement par écrit, de la composition de l'équipe, de la nomination de la proposition, de la nomination d'un arbitre de notre classe, etc. Avec l'obligation, avec l'équipe adverse, de trouver toujours du consensus pour que les choses se passent bien, pour que l'affiche soit bien, pour qu'on ne se batte pas pour choisir l'arbitre, y compris avec une petite commission d'après-match pour les litiges. C'était extraordinaire. L'éducation populaire, c'était de l'éducation populaire. Ils nous éduquaient comme des citoyens. Le sport était un support. Beaucoup plus tard, dans les années 60, on a découvert ça en France avec la République des sports. Il faudrait se renseigner là-dessus. La République des sports de Jacques Dereine, c'est un prof de gym à Calais qui a fait la même chose. Il organisait toute son éducation physique autour de cette même conception d'éducation populaire. C'était des gens qui avaient été sortis de l'école de Lagrange, enfin de 36, etc. Voilà un peu autour de quel pilier s'est constitué mon parcours dans le sport. Franchement. Et beaucoup plus tard, très tard, nous en parlerons peut-être après, les entretiens de l'INSEP ont été nourris par cette idée de transmission, de transversalité, de mise à la disposition de tout le monde des savoirs, des savoir-faire, et de la connaissance, de la transmission des connaissances, etc. Comme on dit, fallait que le jeune entraîneur qui débutait, à qui l'on confiait l'équipe junior, ou comme moi l'équipe cadette, ait accès, si possible, au plus haut niveau de connaissance et qu'on ne le lui barre pas. Cet accès sous prétexte qu'il n'est pas encore du niveau de comprendre. C'est à peu près ça qui a organisé mon existence et qui a fait que le collectif, le groupe, le collectif, les échanges, la communication entre les gens était quelque chose d'hyper fondamental. Hyper fondamental. Rien ne passe sans cette notion de collectivité et de projet collectif. Alors oui, on va donner de la place
ces fameux entretiens de l'INSEP. Hein. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur la chronologie. Alors, arrive un moment où tu quittes la Tunisie pour la France et tu intègres d'abord le CREPS de Toulouse et puis de fil en aiguille l'INS, l'Institut national des sports, qui n'est pas encore l'INSEP. Alors, en quelle année sommes-nous? Que se passe-t-il et comment es-tu amené à devenir entraîneur à l'INSEP? Nous sommes en 1957, 57, 57, je passe ma première partie de baccalauréat. Entre-temps, j'avais fait, en 56, 57, j'avais fait le premier stage. Mon entraîneur m'avait envoyé à l'INS pour faire un stage de premier degré d'athlétisme, puisqu'il avait décelé des qualités d'entraîneur ou des compétences ou des possibilités d'être entraîneur. Et c'est là où j'ai rencontré des Jacques Dudal, des Émile Frezeau, j'ai rencontré des Joseph Maigret, des gens qui étaient les piliers de l'INS, les piliers de l'école de Joinville, et qui savaient à peu près tout. Mais ils savaient tout parce que eux-mêmes, comment dirais-je, moniteurs de Joinville, moniteurs nationaux de Joinville, n'étaient pas en charge de fédération. Ils prenaient en charge l'entraînement des équipes nationales. Ils n'étaient pas entraîneurs nationaux d'athlétisme ou de rugby ou de basket. Ils étaient moniteurs nationaux et ils avaient en charge des équipes nationales. À tel point, c'est que quelques-uns comme Busnel ou comme Maigret étaient des spécialistes d'athlétisme, Frezeau était spécialiste de basket, mais il n'y avait personne en gym. Et le directeur de l'INS a dit à M. Lapalu, tu vas prendre de la gym. Et M. Lapalu, qui était il dit, non, moi je suis rugby. Ton père était gym, donc toi tu vas prendre la gym, et c'est devenu un grand entraîneur de gym. Ça veut dire que ça s'est constitué comme ça, c'est une espèce de construction comme ça qui a fait que les savoirs et les gens ont acquis des compétences. Ce sont les événements, le truc. Et donc j'avais fait donc ces stages. Je passe ma première partie de baccalauréat, je l'ai, et je passe la seconde partie de baccalauréat. Et pendant la deuxième année, je passe à l'intérieur du lycée Carnot à Tunis le concours d'entrée au CREPS. Voilà. Je faisais beaucoup de théâtre en même temps. J'avais idée de faire ma carrière au théâtre. Et en même temps, pendant cet été-là, après avoir passé le concours d'entrée au CREPS auquel j'ai réussi, je suis parti à Paris parce que des comédiens qui étaient à Tunis de la Comédie Française m'avaient convaincu de venir passer le concours d'entrée à la Rue Blanche, au conservatoire de la Rue Blanche. J'ai passé le concours, j'y étais sur 2 ou 3 scènes, j'y étais admis, mais ça ne m'a pas plu, et dès le mois d'octobre, j'ai rejoint le CREPS de Toulouse pour passer le professorat de sport la première année. Et cette première année-là a été aussi très fondatrice d'un autre thème, c'est que le programme même d'éducation, le programme même du CREPS était géant. Il fallait faire de la gymnastique, du saut de cheval, des barres parallèles, de la barre fixe, du sauté de corde, de la natation, de la course de 1500, du lancer, du basket. Et on s'entraînait à tout ça, puisque les épreuves allaient être comme ça. Et donc on s'entraînait quasiment 7 heures par jour. 7 heures par jour, il y a des gars qui étaient solides de partout, des grands. Moi, j'étais pas très très bon. Donc je m'entraînais 7 heures par jour. Donc j'ai été sur les genoux très vite, très très vite. Et par conséquent, je me suis tout de suite dit, mais ils sont malades ces profs là, ils sont malades de nous faire tout ça. Surtout que les profs de 1500 mètres, ceux qui s'occupaient du demi-fond, parce que les profs de 1500 mètres étaient une épreuve très 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 difficile pour rentrer à l'ENSEP,
Eh ben, il mettait l'entraînement de 1500 mètres à 5h30 du soir, quand on avait tout fini. Alors c'était l'enfer. Et là, j'ai discerné tout de suite qu'on ne pouvait pas s'entraîner comme ça. Que les profs c'était des moins que rien, qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose, parce que on ne peut pas. Moi, je le sentais, c'est moi qui le sentais. Et je voyais autour de moi des gens qui étaient des vrais athlètes, plutôt athlètes, et qui récupéraient bien, quoi. Autrement dit, j'étais pas un beau, quoi. J'étais un athlète de bas niveau. Et comme ça, je me dis, c'est pas possible, on peut pas s'entraîner comme ça, donc il y a une autre manière de faire, voilà. Et ça m'a marqué, parce qu'on verra plus tard que la notion d'organisation des tâches d'entraînement était beaucoup plus importante que le contenu même ou la virtuosité des contenus techniques. C'est-à-dire que l'important, c'était bien sûr ce qu'on faisait, mais que fallait bien mélanger les choses à des moments particuliers parce que il fallait pas qu'il y ait trop de... Et ben voilà, ça m'a marqué. Donc j'ai passé le mon président, j'ai raté l'entrée à l'ENSEP. Je suis pas arrivé dans les 82 ou 83 premiers. Et donc j'ai fait l'IREP de Paris et j'ai travaillé. Fallait gagner sa vie, hein, j'avais pas de moyens. Et donc j'ai travaillé, et puis j'ai passé les cours. Et donc j'ai travaillé, j'ai été prof auxiliaire. Maître Ox, hein, on appelait ça maître auxiliaire maintenant. Et donc j'étais maître auxiliaire au lycée Michelet à Vanves, et puis au lycée Claude Bernard. Voilà. Et au lycée Claude Bernard, la présence de mes collègues entraîneurs, etc., a fait que il a fallu que je fasse mes cours, que j'entraîne en faisant mon travail, mes études, mes cours, etc. Et le lycée Claude Bernard était juste à côté du lycée. Vous savez où il est, le lycée Claude Bernard? C'est le lycée qui est en face du stade Jean Bouin, à Paris. Voilà. Et donc, j'ai passé mon professorat, le CAPES, en juin 63. J'ai été admis. Et je suis parti, il fallait que je fasse mon service militaire. J'avais pas envie de perdre mon temps. Et un de mes copains, Ballastre, qui était recordman de France du saut à la perche, me dit, écoute, je vais partir de mon service militaire que je fais, mais je dis, mais tu le fais comme athlète? Non, il me dit, moi je l'ai fait dans la section des profs. Ah, il y a une section des profs. Si tu veux aller faire ton service militaire, va au bataillon de Joinville, la section des profs, et va voir le capitaine Dupont. J'étais voir le capitaine Dupont, je lui ai expliqué que je ne voulais pas perdre mon temps, je suis rentré dans la section de profs, et me voilà en juillet, au bataillon de Joinville. Nommé comme préparateur physique, puisque au bataillon de Joinville, le capitaine Dupont avait institué quelque chose qui est inconnu dans le sport français, peu connu dans le sport français, et qui est à l'origine de, à mon avis, qui est à l'origine de toute la progression du sport français. Les gars du bataillon de Joinville, les meilleurs du monde, les meilleurs de France, passaient au bataillon de Joinville 2 ans. L'après-midi, ils s'entraînaient avec les entraîneurs nationaux à l'INS, et le matin, ils balayaient la cour. Et le capitaine Dupont a convaincu sa hiérarchie, et il a dit, moi, au lieu de les laisser balayer, moi, je les prends, j'ai une section de profs, et ils vont faire de l'entraînement général le matin. Parce que le sport de haut niveau, pour lesquels on les prépare, exige un entraînement bi-quotidien. Et donc, toutes les sections du bataillon de Joinville étaient encadrées le matin par des profs de gym comme moi. Et donc on les prenait et on
On faisait ce qu'on savait faire comme prof de gym, footing, muscule, machin, sport collectif, natation, acrobatie, tout ce qu'on voulait, voilà. D'abord, ça les détendait un peu, et puis on s'entraînait, parce que quand on faisait tous les matins 12 bornes de course, au bout d'un moment, ça marche. Bon, nous voilà avec le foot. L'entraîneur de foot, puisque j'ai la section de foot, à ce moment-là, j'ai la section de foot, juillet, et l'entraîneur de foot me dit, écoute, qu'est-ce qu'on... Tu es préparateur physique? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu penses que faire? Il dit, moi je peux faire de l'entraînement physique. Hein. Et il me dit, oui, mais regarde-les, ils sont gros, là, ils sont en surpoids. On va faire une séance de foot. Tu verras, regarde bien. On fait une séance de foot, alors le mec il se traînait, il a ramassé tous les ballons, il les a réunis, il leur a dit écoutez, vous avancez pas, vous n'êtes pas en condition physique, on ne touchera plus un ballon tant que Henri ne vous dira pas que vous êtes en condition physique. Henri, à toi de faire, et j'attends les résultats. Alors il a fallu réfléchir vite, hein. Alors j'ai réfléchi très vite. Une mi-temps, ça dure 90 minutes. Une mi-temps, ça dure 45 minutes. Boum. 45 minutes, les gars ne couraient pas. C'est pas la peine de les faire courir vite, parce que s'ils allaient courir vite, ils allaient courir 3 fois 30 mètres vite et après ça servait à rien. Et donc j'ai commencé à faire un truc simple, très simple, que j'avais appris en athlétisme. Des grandes diagonales de course sur le terrain de foot, des grandes diagonales en courant, progressivement, grande foulée progressive, et la largeur du terrain en marchant. Et tant qu'on n'était pas capable de faire ça pendant 45 minutes, on ne jouerait pas au foot. Ça a râlé. L'entraîneur était content. Effectivement, en l'espace de 3 semaines et demie, je dis, puis courir comme des lapins, c'est l'entraînement intermittent, hein, c'est simple, hein, par exemple 100 mètres courus, 40 mètres marchés, 100 mètres courus, 40 mètres marchés, aucune indication de temps, d'obligation, mais progressivement, les gens, et puis en les mettant 2 par 2, ici, 3 par 3 avec, donc ceux qui couraient plus vite, moins vite, en jouant sur le truc, on arrivait, et voilà. Et donc là, ça a été ma première expérience d'entraîneur avec des athlètes de haut niveau. Petite expérience de mise en condition physique. Je pensais terminer mon service avec ça, mais pas du tout. J'ai été muté à l'Aviron. Octobre 63, on prépare les Jeux Olympiques de Tokyo. Tous les athlètes de haut niveau du BJ ont fait rentrer les meilleurs, hein, puisque c'est le bon moment. L'Aviron se retrouve avec une trentaine de mecs, et l'entraîneur d'Aviron me demande si je veux bien préparer un plan d'entraînement pour les Jeux. C'était un champion, un bon copain, un type extraordinaire, Bernard Bourandi, à qui je dois tout. Il me dit, moi, l'Aviron, je connais, je sais faire, mais le reste, j'y connais rien. Est-ce que tu veux t'occuper de la préparation physique pour les Jeux de Tokyo avec... Et je m'entends lui dire, alors c'était de la brouillard pour moi, et je m'entends lui dire, ok, on se donne rendez-vous 15 jours plus tard, et pendant 15 jours, je prépare, je travaille, je mets les trucs au mur, au plafond. J'avais fait, dans ma chambre, j'avais mis des grands cartons, des grandes feuilles cartonnées, petits trucs que j'avais séparés en jours, en machin, un vrai calendrier, j'allais de l'un à l'autre. Et au fur et à mesure
que je faisais ça. Je me dis, mais pourquoi on fait ça ici? Pourquoi on ne mettrait pas ça là? Est-ce qu'il faut jouer? Bref, ça a été ma première expérience d'organisation des tâches d'entraînement plus que des contenus. Et il se trouve que cet entraîneur-là a dit à certaines, préparation physique, entraînement physique, on fait tout ce que dit Henri et on ne discute pas. Voilà ma deuxième expérience d'entraînement de haut niveau, enfin d'athlète de haut niveau. Donc brutalement, j'ai été conduit, j'ai été mis en situation, non pas d'imaginer quelque chose, de voir ce qu'on pouvait faire ici ou là, mais en situation de faire directement. De faire directement avec comment dirais-je, avec presque à chaque fois, à chaque minute, la sanction. Si au bout de quelques séances de préparation physique avec les athlètes qui font 80, 100 kilos, etc., ben, j'ai tout le monde sur les genoux, tant que c'est au mois d'octobre ou novembre, c'est pas bien grave. Si je les mets sur les genoux au moment des premières sélections, ben, les bateaux reculent. Donc il y avait sanction. Et puis les gars, ils se gênaient pas pour dire « Oh là, on est cuit, là, il va nous tuer, etc. » Donc, il y avait l'obligation de faire, et en même temps que je faisais, il fallait regarder il fallait se distancer un peu pour voir ce que je faisais, mesurer, évaluer, compter, faire des petits tests, enfin bref, faire une espèce de bouillie et de magouille personnelle pour comprendre ou pour évaluer si ce que je faisais correspondait à ce que je voulais faire, si ce que je faisais correspondait bien à ce que j'avais idée de faire. C'est un exercice formidable, qui n'est pas donné à beaucoup d'entraîneurs, mais qui est quand même donné, paradoxalement, à tous les jeunes entraîneurs. Parce que quand on est dans un club et que le président du club vous dit « Écoutez, t'es junior, tu joues avec l'équipe junior, occupe-toi des cadets », il vous dit pas ce qu'il doit faire. Il vous dit pas, le président, il vous dit pas « Regarde, prends le programme d'un tel ou prends le programme d'un tel », il vous dit « Tu t'occupes des cadets, tu sais faire, toi, tu t'es bien là, tu te débrouilles bien avec les cadets. Hein, tu te débrouilles bien, tu sais faire. Mais donc, fais-le, puis tu les aides, et puis tu vas avec eux. » Les jeunes entraîneurs débutent comme ça, et au plus haut niveau, souvent, les entraîneurs qui sont mis en charge des grosses équipes, ils arrivent, ils ne savent pas forcément tout faire. C'est comme ça que j'ai perçu la chose, et c'est comme ça que je me suis avancé dans cet entraînement. Les résultats ont été bons. On a eu 4 rameurs du BJ qui ont été aux Jeux Olympiques, ils ont fait 4e. Et la fédération m'a demandé de travailler avec elle. À la sortie, puisque j'ai fini au mois d'octobre, j'ai quitté l'armée. Et donc je suis venu voir le directeur de l'INSEP. Et je lui ai dit, voilà, on m'a conseillé de venir vous voir, la fédération me demande de travailler avec elle. Et il m'a dit, refuse. Refuse. Est-ce que tu as envie de travailler à l'aviron? Je dis oui. Alors, tu viens chez moi, ici, à l'INS, tu viens chez moi, je t'engage, et tu travailleras avec la fédération d'aviron, comme les autres, quoi. Hein. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que quand le président changera, ou le truc changera, et que les résultats ne seront pas bons, ils vont te virer. Et tu retourneras dans un lycée. Et voilà comment j'ai été embauché. J'étais au lycée, j'étais nommé au lycée Claude Bernard en octobre, après en septembre, après mon service militaire, et en novembre, début décembre, on me fait cette proposition.
Et le directeur de l'INSEP appelle le proviseur du lycée Claude Bernard. Il lui fait un cinéma sans nom. Voilà, j'ai un gars qui est promis à venir, etc. C'était du pipeau, tout ça. Hein. Simplement, il voulait un cadre. Voilà. Et c'est comme ça que je suis le proviseur à niveau. Voilà. OK. J'ai abandonné donc le lycée et je suis rentré ici comme professeur en septembre 64. Voilà, tu l'as dit, tu intègres l'INSEP en 1964 hein, et à la fin de tes fonctions dans l'entraînement s'achève aux environs de 1987. Alors pendant cette un peu plus de vingtaine d'années, y a-t-il des moments mémorables, des choses importantes à signaler? Oui, j'entame une période à ce moment-là extrêmement féconde et extrêmement riche et qui est aussi qui a déterminé vraiment mon niveau de connaissance et mon niveau de connaissance et d'aptitude à percevoir tous les sports, une grande partie des sports. À partir de 1964, je suis en charge des équipes de France d'aviron. De l'équipe de France d'aviron masculine, féminine, préparation physique. Vraiment, je travaille avec la fédération d'aviron. En 65, en même temps, j'assure mes cours ici. Des cours de formation des maîtres d'éducation physique, etc. Parce qu'il y avait plusieurs écoles. Là. Il y avait l'école des scribes, l'école des éducateurs africains, etc. Donc je faisais mes cours, là, normal, j'étais prof ici. Et en plus, je faisais l'entraînement d'aviron, l'entraînement de la fédération, avec la fédération d'aviron. Et donc, j'entraîne les équipes de France. Et un jour, on me propose de prendre en charge l'équipe de France d'aviron féminine. Non pas comme préparateur physique, mais prendre en charge, être le directeur de l'équipe de France féminine. Alors maintenant, on appelle ça directeur, manager général. Non, j'étais responsable de entraîneur de l'équipe de France féminine. Alors, pendant toute cette période, j'entraîne au bataillon de Joinville avec Bernard Bourandi, puisque je faisais la préparation physique des seniors. J'entraînais au bataillon de Joinville. J'entraînais les filles pendant les stages qu'on avait, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de stages, on faisait quelques stages pendant l'hiver. Je faisais mes cours. Et là, il a bien fallu que je développe des compétences sur l'aviron. Parce qu'il ne s'agissait pas de faire de la préparation physique ou de faire de la musculation pour que, techniquement, si l'entraîneur technique était bon, que ça se passe. J'avais en charge les bateaux. Et en 65, je vais faire un stage, je suis dans l'équipe de France junior, pour commencer, et en 66, j'ai l'équipe de France féminine d'aviron, et on fait 5e au championnat d'Europe en aviron avec les filles au championnat d'Europe de Vichy. En réalité, j'ai pas fait grand-chose. J'avais une équipe qui faisait peu d'entraînement. J'avais une équipe qui s'entraînait pas beaucoup, qui faisait pas beaucoup de kilomètres dans l'année, qui s'entraînait un petit peu à partir du mois de mars, etc. C'était pas des gens très athlétiques, donc j'ai institué de la musculation, donc elles sont devenues plus fortes. Elles ont augmenté leur kilométrage, au lieu de faire 800 ou 900 km au moment des championnats, elles en avaient 2000 ou 3000. Donc, sans faire quoi que ce soit, les performances ont augmenté et j'en profitais, comme je ne savais pas bien travailler, je profitais pour vraiment fabriquer ma pédagogie sportive, technique. Donc je me suis penché sur la pédagogie technique et à ce moment-là, personne ne m'a appris quoi que ce soit. Et j'ai donc demandé, j'ai regardé des films grâce à Henri Garnier, des films tournés aux Jeux ou au championnat d'Europe. J'ai interviewé des grands champions d'aviron
On leur demandait qu'est-ce que vous faisiez, vous, quand vous préparez les équipes, l'entraînement, comment ça marchait, qu'est-ce que vous faisiez comme entraînement, combien de fois vous vous entraîniez. L'autre me dit, ah non, moi je m'entraînais le soir. Ah ben c'est tout, avec un entraînement une fois, oui, je m'entraînais le soir. Oui, mais enfin moi j'étais coursier. Donc je livrais toutes les factures dans Paris en courant, pour avoir du temps. Et une fois que j'avais gagné du temps, je prenais mon vélo, j'allais en Marne. Avec mon vélo, j'allais à la Société Nautique de la Marne. Je me mettais sur le Tanqueramais, je faisais du médecine beau, bref. Et puis après, je reprenais mon vélo, je remontais travailler, je continuais à livrer tout, en courant. Hein, voilà. J'interviewe les Morel, les frères Morel, qui étaient quand même vice-champions olympiques, en deux barrés à Tokyo, en 64. Et je leur dis, vous devriez faire de la musculation. Ils me disent, mais Henri, de la musculation, tu sais ce qu'on fait, nous? On est éboueurs. Alors, tous les matins, à 4 heures du matin, on manipule toutes les bouées d'Arcachon, toutes les poubelles d'Arcachon, et puis on dit aux gars qui sont au truc d'aller au lit, on les fait en courant. Alors, il faut qu'on les fasse en courant, et alors on manipule des tonnes. Alors, la musculation, ça va. Et une fois qu'on avait manipulé tout ça, puis comme ça, on pouvait aller s'entraîner, etc. Donc, en interviewant les uns et les autres, je mettais un peu les choses en rapport, et ça me permettait de progresser dans mon entraînement avec les filles. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, l'histoire de l'organisation des tâches s'est imposée à moi. Comment elle s'est imposée? Parce qu'au bataillon de Joinville, on s'entraînait 2 fois par jour, ce qu'on ne faisait jamais. Personne ne s'entraînait 2 fois par jour. Donc, on s'est entraîné 2 fois. Donc, on ne pouvait pas tous les jours faire bascule, footing, bateau, badin. Il fallait donc organiser les tâches, le long et le court, le qualitatif et l'intensité, etc. Il fallait un peu les organiser et faire en sorte que les types arrivent le samedi et dimanche dans leur club suffisamment frais pour pouvoir ramer dans leur club, parce qu'ils étaient obligés de ramer dans leur club ou faire des compétitions. Donc la notion d'organisation des tâches, ce qu'on appellera un peu plus tard la planification ou la programmation, c'est-à-dire l'enchaînement des tâches, s'est imposée très très vite à moi. Pendant toute cette période-là d'entraînement avec les filles, les trucs d'aviron, et avec les filles, j'ai interviewé beaucoup d'entraîneurs étrangers. Et en même temps, j'ai été contraint de m'ouvrir aux aspects scientifiques de l'entraînement, parce qu'à l'époque, on n'en avait pas beaucoup. Comment je me suis ouvert aux aspects vraiment scientifiques? Parce que j'avais invité à la régate d'Anguin l'équipe roumaine, la meilleure équipe du monde, l'équipe roumaine. Alors ils étaient très friands de ça, parce qu'ils venaient à Paris, ils faisaient ce qu'ils voulaient, etc. Et j'ai eu un bon contact avec l'entraîneur de l'équipe roumaine qui s'appelait Ion Bolugiu, et son médecin, le docteur Octavian Popescu. Et je les ai invités, puisqu'ils sont restés, on a fait la régate samedi-dimanche, et ils sont restés 4 ou 5 jours de plus à Paris c'était grâce au président d'Anguin qui avait un peu mis à sa disposition un bout d'hôtel, etc. Et je les ai invités chez moi. Et au cours d'une soirée, on a mangé, et on a un peu bu, et on a passé toute la nuit à discuter. Et un jour, et à un moment donné, il me dit « Alors Henri, qu'est-ce que tu fais ?» Et nous, on était avec, à l'époque, c'était l'électrocardiogramme, c'est l'époque, tu as peut-être entendu parler du contrôle de l'entraînement avec l'électrocardiogramme.
Je dis, ouais, on fait comme ça. Il dit, non, Henri, non, c'est pas le cœur qui est important, c'est seulement l'oxygène. Texto, non, Henri, ce n'est le cœur pas important, seulement important l'oxygène. Comment ça, l'oxygène? Je dis, est-ce qu'on respire? Oui, on fait. Alors moi, je dis, oui, hein? Il dit, non, pas l'oxygène. Là, l'oxygène dans le cellule. Personne ne nous parlait, dans l'entraînement, de la consommation d'oxygène, de la mitochondrie, des échanges gazeux, de l'importance, etc. Et donc, j'ai été travailler j'ai demandé à des toubibs comme Vandeval ce que c'était, machin. Et petit à petit, ça tombait bien avec mon idée d'augmenter les doses de travail et la longueur des charges de travail. Donc, je me suis ouvert à ça. Et ensuite, il y a des copains, ils m'ont montré des trucs, on avait des bouquins, Astrand, on a découvert des choses comme ça. Comme Astrand en particulier. Et avec la conjoncture de l'organisation du travail, l'obligation de résultat, la nécessité de s'ouvrir un peu à la recherche ou au fondement physiologique de la préparation, ça a vraiment ouvert des zones extraordinaires. Extraordinaires. Et pendant toute cette période, j'ai eu des bons résultats. Je n'ai pas eu les résultats vraiment que j'aurais pu escompter, mais qu'à la limite, je ne devais pas imaginer ça, parce que j'étais un bon entraîneur, un bon pédagogue, j'ai réussi à faire de bon travail, mais je n'ai jamais été un très grand entraîneur. Pour la simple raison que j'avais jamais ramé. Et que par conséquent, tant qu'il fallait dégrossir des bateaux, mettre des gens ensemble, faire des bons bateaux, etc. Mais quand il fallait vraiment peaufiner des coordinations, etc., j'y arrivais. Mais quand ça marchait pas, ou quand c'était pas bon, je comprenais pas bien pourquoi. Parce que la sensation de glisse du bateau, ça m'était totalement étranger. Et je me souviens que c'est un jour, en stage, comme ça, j'avais un beau bateau et il ne marchait pas. J'avais un formidable bateau et ça ne marchait pas bien. Et je m'escrimais là-dessus, en pédagogie, en tournant les trucs, en modifiant, en inventant des exercices. Ça ne marchait pas. Bien. Il y avait quelque chose, et je ne savais pas quoi. Et j'avais beau repérer, alors le bateau avance, ça c'est bien, si on regarde la pointe, si on regarde ceci, si on regarde les épaules, enfin bref, toute une gymnastique. Et Yves Fraisse, qui est un très grand rameur, qui est un copain que j'entraînais en 2 barrés, en même temps, un jour monte avec moi en bateau moteur, il me dit « je te conduis le bateau moteur aujourd'hui ». Conduis le bateau moteur, hop, le 8 s'en va, on fait 50 mètres, et comme ça, à la barre de moteur, il me dit « mais elles peuvent pas ramer comme ça ». Je regarde, en rigolant, je dis « tu connais quoi toi en sport? Tu connais rien ». Elle me dit « oui, c'est vrai, c'est toi le coach, mais comme ça, elles ne peuvent pas ramer ». Et pourquoi? Je dis « oui, je vois bien. Pourquoi ?» Il me dit « regarde les hauteurs de main du 2 et du 3. Les hauteurs de main. C'est-à-dire que le réglage des bateaux faisait qu'il y en a une qui était obligée de tirer comme ça, puis l'autre qui tirait un peu comme ça, quoi. Ce qui fait que quand tu tires comme ça vers le bas, le bateau est truc, et l'autre tire vers le haut. On rentre, on change les hauteurs, on égalise les hauteurs, et le bateau, formidable. Et j'ai pris conscience que là, il me manquait beaucoup de choses.
il me manquait beaucoup de choses. On peut entraîner en course à pied sans être coureur. On peut entraîner presque au saut en hauteur sans être sauteur, ou au triple saut parce que c'est un peu mécanique. On ne peut pas entraîner en gym sans être monté sur une barre. On peut, un peu. On ne peut pas entraîner au judo sans avoir fait du judo et sentir tout ce qui se passe sur les kumikata et qui fait la... Et là, il m'a manqué ça. Et ça, je m'en suis rendu compte assez vite. Et j'étais à peu près limité. Si j'avais eu cette connaissance, je pense que les équipes auraient eu des meilleurs résultats. Mais c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai arrêté. À un moment donné, je dis stop, c'est fini, j'ai été au bout. Donc j'ai entraîné ces équipes jusqu'en 76-77. C'était encore l'INS. Et puis j'ai quitté avec les Jeux. L'INS est devenu l'INSEP. Robert Bobin était chef du département de haut niveau. Claude Pinault était directeur de l'INSEP. Charge à lui de faire la nouvelle INSEP et de céder sa place ensuite comme directeur à Bobin. Et donc, je me suis retrouvé, Bobin m'a dit, tu vas te charger de l'entraînement. Je lui ai dit, mais il n'y a pas que de l'aviron, moi je sais entraîner en aviron maintenant, un peu en athlétisme, puisque je viens de l'athlétisme. Mais il me dit, c'est pas grave, tu apprendras la nuit, et ce que tu as appris la nuit, tu le apprends le jour. Et donc, en rigolant, il me dit, sinon tu retourneras dans un lycée. Je te renvoie dans un lycée. En rigolant. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà, il y a une opportunité. On ne sait pas ce que c'est que la division entraînement, ou l'unité, ou on appelle ça division entraînement, on aurait pu l'appeler unité, maintenant on appellerait ça le département du haut niveau, enfin bref. J'étais tout seul. Il y avait 23 sports de haut niveau, 23 sections de sports de haut niveau, 23 pôles France qui sont devenus des pôles France. Il y avait 23 pôles France qu'on appelait à l'époque sections sportives de haut niveau, dirigés par des entraîneurs nationaux qui n'étaient pas payés par l'INS, et sur lesquels l'INS mettait un mec, ma pomme, pour les aider à devenir des grands entraîneurs. Et je disais à Bob, mais moi je ne suis pas plus qu'eux. Parce que dans ce coup-là, il y avait des gens comme Maurice Ouviot. Maurice, mon copain Maurice, que j'étais toujours à ses entraînements pour voir comment il faisait, c'est moi qui apprenais, etc. Il me dit, mais ça fait rien. Et alors, je me suis dit, un truc comme ça, il faut inventer. Il faut inventer la fonction. C'est toujours comme ça. Des fois, on nomme des gens en disant « tu fais un projet », type il invente le projet, la fonction, comment ça marche, qu'est-ce qu'on en attend, et petit à petit, le projet devient ce que les gens en font. Et les systèmes, ils sont bons quand les gens qui les mènent sont bons. Tu prends un système qui marche bien, tu mets 2 brels à la tête et le système, ça devient caduc. Tu prends le même système qui marche pas bien, tu mets 2 gars qui travaillent dessus et qui sont ouverts et qui sont prêts à écouter un machin, et le système devient un bon système. Les systèmes ne valent que par les hommes qui les mènent. Et donc je me suis mis à la disposition de ces 20 entraîneurs. Comment ? À la disposition. Et je me suis dit, je vais répondre à leurs demandes. Alors, ça pouvait aller
d'un entraîneur de très haut niveau comme Maurice Ouvion, qui un jour me dit, écoute, regarde toute la préparation, le plan d'entraînement que j'ai fait pour les Jeux de 80 pour les Jeux de Moscou. Je dis, Maurice, c'est pas moi qui vais te dire comment il faut faire. Il me dit, si, tu vas pas me dire, mais je veux un regard extérieur, etc. Et là, j'ai testé, sans le vouloir, comme ça, spontanément. Et je ne voyais pas. Je dis, mais tu mets ça, après tant de séances comme ça, tu reprends la perche. Je ne comprends pas bien. Donne-moi une ou deux raisons pour lesquelles tu fais ça. Et il me dit, pourquoi tu me demandes? Mais je dis, parce que si tu as une raison de le faire, c'est bon. C'est que tu as réfléchi à ton affaire. Si tu n'as pas de raison, simplement tu le fais parce qu'il y a du soleil, alors là, ça pose problème. Ça peut m'interpeller. Et là, je découvrais j'étais là au centre de toute mon activité. C'est-à-dire que je répondais aux gens et souvent je leur disais, donne-moi, c'est bien ce que tu fais là, mais donne-moi deux raisons pour lesquelles tu fais ça. Et souvent, les types, ils ne donnaient pas de raison. Ils ne savaient pas. Alors, on réfléchissait ensemble. Alors, ça pouvait être de très haut niveau. Et là, les informations ou les discussions que j'avais me nourrissaient moi, plus que l'autre, parce que je buvais, je posais des questions, et pourquoi ça, et machin, et oui, parce que ça. Donc j'étais une vraie éponge dans ce qu'ils me racontaient, donc ils me racontaient leur savoir, ils me racontaient leurs connaissances profondes, qu'on n'enseigne jamais dans un cours. Et puis quand ils ne répondaient pas, parce qu'ils ne savaient pas, alors on ouvrait la discussion, on disait « ouais, tu fais comme ça, et est-ce que tu as essayé ça? Et pourquoi ne ferais-tu pas ça? Ah ben non, ça je l'ai déjà fait, on s'est cassé la gueule. Ok, on n'en parle pas. Ah ben mais pourquoi tu t'es cassé la gueule? Tu sais pourquoi tu t'es cassé la gueule quand tu as fait ça? Non, je sais pas, je me rappelle pas. Donc c'est pas forcément mauvais. Peut-être que les conditions dans lesquelles tu l'as fait sont pas... On le garde de côté, on ne sait jamais. Et on rentrait dans tout ce qu'on appelle la maïeutique. C'est-à-dire qu'on sortait du type tout ce qu'on pouvait, on le faisait réfléchir, imaginer, inventer, sans jamais le brusquer, sans jamais lui imposer quoi que ce soit, sans jamais lui donner des éléments trop compliqués pour lui, non pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais trop complexes à s'accaparer en fonction de son état ou de ses connaissances. Quand un gars ne sait pas ce que c'est que la consommation d'oxygène, c'est pas la peine d'aller lui parler du lactate, ou du seuil de lactate. Tu comprends? Il faut l'amener. Donc, pour ne pas brusquer. Parce qu'il faut pas que... Parce que l'entraîneur, en général, c'est quelqu'un qui a ses routines, qui a ses habitudes, qui a son modèle, et qui accepte de changer quelque chose dans ses habitudes, dans son modèle, à condition d'être sûr que ce qu'il va faire va être meilleur que ce qu'il sait parfaitement faire. C'est-à-dire qu'il a du mal à changer il ne change pas, ça marche, mon truc marche, je ne vais surtout pas bouger mon truc qui marche, quoi. Hein? Donc, c'est instauré avec tous les entraîneurs des dialogues formidables. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet,
Sylvain Bégaud.